De partout où vous nous suivez, soyez le bienvenu dans votre nouveau numéro du magazine Deadline. La semaine passée, Olga, dans le cadre de la célébration du mois de la femme, est-ce que la femme de 1960 est la même avec la femme de 2020? Est-ce que le code de famille, les nombreuses dispositions à l'égard des femmes devaient évoluer? Merci pour vos soutiens, merci pour vos messages. Ce soir, nous revenons avec un nouveau sujet et un nouveau participant dans votre nouveau numéro du magazine Deadline. Nous recevons pour vous le politologue, l'analyste politique, l'expert en économie de développement et entrepreneur international que je veux saluer, Hubert Kabassoubabou. Nous vous saluons. Merci beaucoup. Hubert Kabassoubabou, beaucoup de questionnements. Nous commencerons avec cette nébuleuse qui est le coronavirus. Le ministère de la Santé a déclaré un premier cas qui s'est avéré positif au coronavirus. Et il a déclaré aussi, après cela, dans les ondes, un second cas. En voyant tout ce qui s'est passé à travers le monde, là où l'épicentre de la maladie a débuté en Chine, est-ce que nous devons nous inquiéter sur le plan mondial concernant l'économie? Parce que Donald Trump vient d'instaurer l'état d'urgence à cause du coronavirus aux États-Unis d'Amérique. Merci beaucoup et mes chaleureuses salutations à tous les téléspectateurs. Disons que le coronavirus et ce type de phénomène qui arrive dans l'histoire de l'humanité à des phases cruciales et qui a des conséquences à la fois géostratégiques, des conséquences qui transcendent la sphère de la santé pour avoir des répercussions sur le plan géostratégique et sur le plan géoéconomique. Déjà, il faut souligner qu'aux États-Unis, comme vous l'avez si bien souligné, si vous l'avez si bien relevé, aux États-Unis, déjà, le président Trump parle de l'état d'urgence, mais également parle d'un décaissement de plus ou moins un dispositif particulier de ses coûts de 50 milliards de dollars, mais également d'autres dispositifs, notamment la réduction ou la suspension de la ponction de la taxe sur les revenus, mais également des dispositions pour faire en sorte que les gens qui doivent payer les crédits maison, les crédits véhicules, on puisse un peu mettre cela en suspens. Mais maintenant, il faut réaliser que sur le plan à la fois géostratégique et géoéconomique, là où le coronavirus a commencé en Chine, c'est là où il y a le plus graves répercussions sur le plan économique. On dit aujourd'hui que, par exemple, les trois secteurs majeurs de l'économie chinoise, notamment les secteurs de voyage, de transport aérien, les secteurs de la manufacture, comme vous savez, la Chine, c'est vraiment l'usine du monde. Mais également, les secteurs, notamment des ventes de véhicules et les fabrications de véhicules, sont des secteurs qui ont connu de graves baisses des revenus, notamment en ce qui concerne la manufacture automobile, il y a de graves baisses des ventes de plus de 85%. Puis 80% de chute de ventes en ce qui concerne les secteurs de manufacture. Et en ce qui concerne les secteurs de manufacture, ça a des répercussions au plan mondial parce que beaucoup d'entreprises américaines achètent les pièces et les produits chimiques de la Chine. On a parlé notamment Apple, par exemple. Apple, par exemple, parle de carrément la perturbation de sa chaîne de production parce qu'il y a beaucoup de pièces électroniques qui viennent de la Chine. Coca-Cola parle de l'arrêt pratiquement de sa production dans ses usines de Seattle. Et puis la plupart des pays, pour fuir des taxes et énormes coûts de revient des produits de fabrication, ils vont implanter les grandes marques en Asie. Oui, les grandes marques qui ont leur usine de fabrication en Chine, en Thaïlande, au Vietnam, etc. Donc il y a des répercussions. Mais maintenant, en ce qui concerne la RDC, il faut réaliser que, peut-être on va en parler plus tard, le gros de nos exportations en cuivre et en cobalt, c'est vers la Chine. Donc, du point de vue de la géoéconomie, les répercussions des coronavirus sont majeures. On parle aujourd'hui de plus ou moins 2700 milliards de chute de revenus sur le plan de l'économie mondiale, et on parle même du secteur bancaire où il y a des périls, il y a des risques
de non-paiement de crédit de l'ordre de plus ou moins 19 000 milliards de dollars. Parce que comme vous le savez, avec notamment en ce qui concerne le pétrole, je vais dire des conséquences parallèles. Vous savez, le coût de pétrole a baissé de manière dramatique à cause de la guerre qu'il y a entre l'Arabie Saoudite et l'URSS. Et beaucoup d'entreprises pétrolières avaient emprunté de l'argent avec cette situation de coronavirus qui va faire en sorte que la production va chuter. La Chine étant la plus grande consommatrice de pétrole, donc il y a un problème. Et là, on dit déjà que l'enveloppe de dette mondiale qui est passée de 45 à 78 000 milliards de dollars, il y a risque de non-paiement et ça risque de perturber même les circuits financiers internationaux. Donc c'est une époque gravissime et on comprend pourquoi sur le plan géopolitique, dans la multipolarité, on comprend pourquoi l'Union européenne, la France, l'Allemagne, les États-Unis, la Chine, les Russes n'ont pas encore parlé, veulent qu'il y ait véritablement solidarité mondiale pour faire en sorte que les risques à la fois au point de vue de la santé, mais également la dangerosité au point de vue de l'économie mondiale, qu'on ne tombe pas parce qu'il y aura récession. La Chine va connaître la récession si il n'y a pas une sorte de courbe en V, ça veut dire ça descend et puis ça remonte, s'il y a une courbe en U. Voilà, donc si la Chine ne parvient pas, si le coronavirus n'est pas maîtrisé, n'est pas jugulé dans les 2 mois ici jusqu'au mois d'avril, la Chine va connaître une récession, les États-Unis vont connaître une récession, on risque de retomber à la situation de 2008 avec la crise financière internationale. Si vous nous prenez de court, vous êtes dans votre programme Deadline. Nous recevons pour vous Hubert Tabassou-Babou, expert économique, analyste politique. Avec lui, nous sommes en train de parler de cette situation, phénomène international où tous les pays dans le monde se trouvent impuissants. Tabassou-Babou, est-ce que cette situation du coronavirus va rétablir les cartes dans le système économique mondial, face à ces fléaux où aucun pays était préparé, malgré la technologie, malgré l'avancée de la médecine, malgré toutes les dispositions pour éviter cela, parce que vous verrez des pays comme les États-Unis, la France, ce sont des pays qui ont la capacité à planifier pour 50 ans en avance, mais personne n'a pu planifier 50 ans en avance face au coronavirus. Est-ce qu'on va dans l'établissement, je ne voudrais pas le dire, d'un nouvel ordre mondial de pensée, système économique et politique? Mais oui, je pense que votre question me paraît d'une pertinence tout à fait, je vais dire, d'une saillance tout à fait indubitable. Vous savez, moi j'ai appris, j'ai été formé aussi en planification stratégique au Texas. Dans la planification stratégique, il y a une théorie d'Herbert Simon qui parle de la rationalité limitée. Quel que soit votre modèle de planification stratégique, il y a toujours des dimensions que vous ne pouvez pas prévoir. Il y a les impondérables. Et donc, voilà quoi. C'est pourquoi aujourd'hui même on parle aussi du postmodernisme. Ça veut dire que les postmodernismes postulent les limites, si vous voulez, les confinements de la science, de la technologie, du progrès. Ce que la science peut nous permettre d'anticiper, ce que la technologie peut nous permettre d'anticiper, malgré le fait qu'aujourd'hui on parle de l'informatique quantique et des différentes les possibilités inouïes, la projection que ça peut permettre de faire est toujours limitée. Maintenant, c'est vrai, ça peut permettre de repenser, la mondialisation, même si en France, on dit que ce n'est pas une crise de la mondialisation, mais c'est une crise à l'échelle mondiale. Mais en réalité, c'est aussi une crise de la mondialisation. Parce que ce que ça va démontrer, c'est quoi? Ça va révéler que si on fait d'un seul pays, d'un seul coin, l'usine du monde, s'il y a relocalisation de la production, si la chaîne de valeur de production au plan mondial, les produits chimiques, les éléments industriels stratégiques, comme par exemple les oxydes de cobalt, les Chinois aujourd'hui, pour l'industrie automobile de véhicules électriques, la Chine, avec les cobalts congolais, la Chine est pratiquement l'usine du monde dans la fabrication de produits finis ou semi-finis qui sont utilisés dans la fabrication de batteries, de véhicules électriques, les batteries lithium-ion. Alors maintenant, on va se rendre compte qu'il faut repenser ce modèle-là d'un seul pôle qui devient les grands centres de production, la grande usine du monde. Je pense que même les Américains vont commencer à se dire, tiens, il faut voir dans quelle mesure, peut-être il faut recentrer ça vers le Mexique, peut-être il faut recentrer ça vers d'autres pays, l'Amérique latine, parce que dans les pays comme le... Avoir d'autres options, options A, B, C. Oui, parce que même les grandes marques, Gucci, les autres grandes marques, Levi Strauss, tout ça, les grandes marques, leur usine
c'est en Chine simplement à cause du faible coût de la main-d'œuvre. Mais il y a aussi en RDC un faible coût de la main-d'œuvre potentiel. Donc je pense que ça va permettre, sur le plan de la géoéconomie, ça va permettre de repenser un peu le système de production mondiale et sa redistribution, parce qu'on voit que c'est plutôt... Parce que si vous prenez les relations, je dis les flux des importations et des exportations, ou la balance des paiements entre les États-Unis et la RDC et entre les États-Unis et la Chine, vous allez voir qu'avec les États-Unis, on a moins de 200 millions de dollars. Avec la Chine, on est passé, je crois, de 25 millions d'exportations en 2003 à plus de 2,8 milliards déjà vers les années 2013. Aujourd'hui, je dis l'année passée, on était peut-être dans les 4-5 milliards parce que le gros de minerais du Congo, ça va en Chine. Donc je pense qu'il y a lieu aujourd'hui que je veux dire, les stratégistes de l'économie, de la géopolitique, de la géoéconomie puissent repenser ces systèmes mondiaux. Très chers téléspectateurs, nous recevons pour vous Kabassou Babou. Le coronavirus n'est pas une blague. Il y a des dispositions et des mesures à prendre. Avoir du désinfectant quand vous vous déplacez pour vous désinfecter régulièrement les mains. Ce sont des petits tubes avec des liquides où vous achetez dans un supermarché ou dans une pharmacie pour vous purifier les mains, parce que c'est souvent des maladies de mains sales et la grippe qui viennent nous rendre malades. Éternuer dans un mouchoir à papier, vous avez un petit sachet, quand vous avez fini d'éternuer, vous mettez les amorphes, tout dans le sachet, vous refermez, vous mettez dans votre sac. S'il n'y a pas de poubelle là où vous êtes, vous allez jeter à la maison. Si vous voulez éternuer, soit vous le faites dans un mouchoir à papier que vous allez mettre dans un sachet, ou soit prendre le coin de votre bras ou la jonction entre l'avant-bras et le bras, vous éternuez. Comme ça, vous limitez la propagation et surtout évitez les déplacements inutiles et les contacts inutiles, les salutations de la tête, de la main. Si vous voulez vous saluer, juste vous donnez les coudes. Quand vous êtes habillé, cette partie est couverte. Si cette partie n'est pas couverte, vous saluez même avec les chaussures ou vous hochez tout simplement la tête. Tout le monde est suspect, c'est la raison pour laquelle il faut être intelligent. Hubert Kabasouba a peut tozolo bapena lokota lingala pona batunyo soba yoka eza stratégique batunyo soba yoka économie mondiale mbo somi ya mokili mobimba et tout isami na nzela o etali coronavirus eza les États-Unis eza la Chine eza la France malgré bibundeli malgré mbongo malgré kimunganga avancé moto moko te amonaki maladi onenge eza koya est-ce que tongi toyeba coronavirus ekobebisa nkita ya mokili mobimba to économie ya monde mobimba soki continuer na nzela oyo to tokoloba eloko salama ezate te négocier bandi kobebisa déjà parce que omoni ndenge babengi mondialisation ezali ndenge ezo salama Chine nde koma lokola usine kabaka te ya usine ya monde entier ba américain ba produit mingi chimique ba américain ba sombara na Chine ba produit ba biloko mingi kontra na ba ordinateur na ba iPad na États-Unis et outre na Chine bilamba ya ba marque ya ba griffe mingi ba sala na Chine pour Chine les foot ya ba to ba sala na ba usine wana ezala moins cher ya wana ba meki ba sali o ba bengaka relocalisation même ba européen. Bon, biso siko ba congolais, ba ivoirien, ba biso wana pe surtout biso ba congolais mingi ya cuivre na biso na cobalt était comme na Chine, ba chinois ba balola kango po ba tegela ba américain, ba tegela ba français, ba tegela ba allemand pour ba sala ba batterie ya lithium ou ya mituka électrique. Siko ne tozolo ba wa économie ya Chine et au sala wa bengi ralentissement pour bazo produire sous-sauté ou bien du moins bazo produire sous ndenge bazo produire libosoté et kiti makasi mingi batali ici que na makama mituka ils sont ba sous-sauté et quoi au moins à 80%. Ba voyage ça ma sous-sauté et quoi au moins à 85%. Manufacture peut est bloqué. Ce qui fait qu'aujourd'hui dans le bas même les États-Unis ba compagnie de Coca-Cola ba produit musu ba utiliser notamment na ba ko sala ba Coca Zero ba Coca ya la maladie ya sucre. Il y a sucre ba Coca wana ba bleu non ba sala rango et ba chinois ba sala rango ils ont bloqué. Na yoki na kasi za Apple yépe a le dit que akangi disons ba production na yé ça na a bloqué parce que ba biloko mingi bibende mingi ba sala rango et outre na Chine ba chinois ba sala rango ils ont moins cher. Donc biso pe ba congolais biso moko d'abord biso moko cuivre na biso na cobalt mingi plus de 90% 90% ya cuivre na biso na cobalt était marandé na Chine. Omoni donc économie mondiale est affectée.
na bamboka musubu ba France, États-Unis bango moko ba lobby état d'urgence. Donald Trump a lobby faut abimisa 50 milliards de dollars. Oyo eko salisa ba entreprise où on a problème, ba banque paye comme on a problème parce que la banque ba nyongona ba compagnie aux na nyongona banque. Le coup là, misala na bango za bloqué. Le côté ba bloqué. Moyen ba futa banque ezate. Omoni osangana siko na likambo ya pétrole, bitumbo esalami entre Arabie Saoudite na ba Russe bazo wele là Arabie Saoudite alingaki ba bloquer na moi production de pétrole pour ematatal ba yokante na ba Russe parce que ba Russe bazaki ko sepelate ndenge ba américain ba ko sala pétrole o ba bengi ya fracking o ya ko luka na ba mabanga ba panzi mabanga moi pétrole ezaki na kati bimi ba américain de komaki pratiquement tout le basco ba américain de komaki parmi les grands producteurs. Donc, nous sommes en coronavirus, pétrole, donc nous avons production, nous sommes bloqués. Le coronavirus, et comme la bombe, il y a santé, et comme il y a comme Kita. Donc, Kita y a Mokimomba, et comme il y a Jeux olympiques, tu fais ça, la transport. Voilà, donc, Kita y a Mokimomba, le but que Kita y a Mokimomba de plus ou moins 2700 milliards. Donc, on va dire milliards, 2700. Donc, c'est un problème. Pour la mission au Congo, déjà avant que le coronavirus se banda, le budget à 11 milliards. Après, le ministre a dit, bon, budget à 11 milliards, c'est vrai, c'est la référence. Mais mon solo réel, oui, ou 5 milliards. Donc, dans le coronavirus, donc cobalt, cuivre, vente nango côté nango kitanase. Biso na ba oignon sto la nabi. To risque to comme 3 milliards. Siko to lela to banga pour na RDC. Parce que biso économie na biso eza il faut to teka ba minerais et bima ke na liboso. Et que ne plutôt na libanda mboka. Tala par exemple na budget, il y a 11 milliards wana. Et le monde relax ça par exemple. Batali ici que ba mbongo mosolo ko bima na douane. Et vous avez à peu près 2500 milliards de francs congolais, donc à peu près 1,5 milliard. Mon solde où tu as Pakou, et vous avez à peu près 6 000 milliards, donc à peu près 3 milliards de dollars. Mon solde où tu as pétrole, calculer qu'il y a 30 000 barils de pétrole par jour, on a pris à $65 le baril. Oh, le baril est remis, le moins 65 comme 30. Donc, 450 millions de dollars, c'est la question de l'hydrocarbure qui me pied d'autres dans le cité, quoi il y a 100 millions. Oh, c'est là qu'il y a douane, oh, calculer qu'il y a à peu près 2500 milliards, tout à peu près 1,5 milliard de dollars. Le coût de l'exportation n'a pas vers la Chine et Gukita, il y a un peu vers Gukita, donc on risque de se retrouver même avec 700 millions. Donc, il y a un problème, il faut que le gouvernement, le président de la République, le Premier ministre, le gouvernement congolais, donc un génie stratégique pour que nous juguler le Gambouana. Tout le monde a dit que Hubert Kabasubabou est azali molobelio itali politique, azali pe molobelio itali kita. Naye tozo kabola maele. Nous arrivons à la RDC par rapport au coronavirus. Comment doit être réajusté, repensé les dépenses en RDC, priorisées par rapport au coronavirus, cette situation mondiale. Nous, la RDC, nous sommes plus forts dans le système de vendre nos minéraux à l'étranger pour avoir des devises et faire insuffler un vent dans la progression de l'État. Maintenant, avec le coronavirus, comment on doit adopter une nouvelle pensée par rapport aux dépenses de manière utilitaire? Non, mais moi, je suis très, je vais dire, il y a une sorte de perplexité, parce que je ne vois pas, excusez-moi, en tout cas, je ne vois pas une capacité d'anticipation dans les chefs de ceux qui ont la charge de la gestion de l'État. Le leadership d'État, c'est un leadership proactif, d'anticipation. C'est-à-dire qu'on a commencé à entendre parler du coronavirus, je pense, il y a 3 semaines. Or, jusqu'aujourd'hui, on n'a pas entendu, même quand vous lisez le procès verbal, le compte rendu de la réunion du gouvernement, il n'y a rien de stratégique, il n'y a rien comme élément d'un mécanisme d'anticipation de manière proactive pour dire comment nous allons juguler ces problèmes. Parce qu'il y a une menace sérieuse en ce qui concerne la stabilité monétaire et financière, même la trésorerie de l'État, avec des répercussions politiques et sociales. Et donc, j'estime que, il faut de toute urgence que
les ministères stratégiques de l'État, la présidence, les ministères du plan, les ministères des finances, du budget, de l'économie, l'infrastructure et de la santé, qu'il y ait une réunion d'urgence de ces structures-là pour réfléchir sur la réorientation stratégique opérationnelle de l'État par rapport aux périls à la fois de santé, mais également les périls économiques et sociaux et même politiques qui peuvent découler de ces coronavirus. Maintenant, quelles sont les pistes? Ça, c'est jeudi l'action Tout à fait, numéro parce 1. que nous avons besoin Oui. de pistes. Oui, oui. Maintenant, deuxièmement, puisque vous posez une question pertinente mais directe, il faut qu'il y ait une politique. Dans cette réunion-là, l'un des axes de la réflexion et de la prescription des actions concrètes serait notamment la réduction d'abord, il faut d'abord rechercher le recette. Quelles sont déjà, sans coronavirus, donc coronavirus entre parenthèses, déjà il y avait un gap de plus ou moins 6 milliards. Parce qu'on a un budget de 11 milliards, mais le ministre des Finances, Sélé, a démontré qu'on pouvait mobiliser en termes de projection de la trésorerie, 5 milliards. Donc déjà, sans coronavirus, il y a un gap de 6 milliards. Tout à l'heure, je disais que nos exportations, les revenus de douane, les revenus de la fiscalité vont être impactés peut-être à 30-20% par rapport aux conséquences, aux répercussions sur l'économie mondiale de ces coronavirus. Maintenant, si cela arrive, d'autant plus que nous comptons, je dis 80% de nos exportations, notamment de cuivre et de cobalt, c'est vers la Chine. Or aussi la Chine, la production est perturbée. Donc les revenus qu'on pouvait avoir de cuivre et de cobalt, ça va baisser et ça va avoir de l'impact sur les budgets. Et j'ai parlé également des revenus qui sont inscrits dans les budgets en ce qui concerne les hydrocarbures. On avait tablé sur plus ou moins 450 millions de dollars avec comme paramètre 30 000 barils par jour au prix de 65 $ le baril. Or, aujourd'hui, le prix est à 30 $ le baril. Donc, vous voyez qu'il y a des problèmes. Maintenant, en ce qui concerne les recettes, il faut un génie, il faut de la créativité et de l'innovation pour dire où est-ce que nous trouvons de l'argent pour ces gaps ici. Voyez-vous, la première démarche serait la démarche de la rationalisation des procédures des collectes, parce qu'il y a beaucoup d'argent qui se volatilise. Ça, c'est la démarche numéro 1. Mais jusque-là, on en parle, mais on ne voit rien de concret. La deuxième démarche, c'est la démarche de la rationalisation et la recherche de l'optimisation, rationalisation et optimisation des recherches, plutôt des recettes de revenus miniers. Pourquoi? Parce qu'on a démontré également qu'il y a beaucoup de recettes dans le secteur minier qui se volatilisent. Il y a par exemple, dans beaucoup de matières minières, produits miniers que nous exportons, d'autres sous-produits qui ne sont pas taxés. Quand vous prenez les cuivres, moi je me rappelle, parce que je fus chef de département étranger des lignes des banques à Lubumbashi, je crois, 1986 à 1990, on faisait des exportations. Quand on exportait le cuivre, la GECAMINE faisait ce qu'on appelait la déclaration provisoire. Comme ça, quand ça arrive à Hoboken, maintenant on retrace tous les produits qui sont dans cette cargaison, le zinc, l'or, les germanium, etc. Et maintenant on fait, je veux dire, une taxation finale. Donc il faut rentrer là-dedans, chercher même une firme qui a de l'expertise pour établir à la sortie quels sont les sous-produits qui sont dans chaque cargaison de minerais et être en mesure de taxer chaque produit de manière distincte pour pouvoir maximiser les revenus. À l'Est, je ne fais que le dire et le redire chaque jour. À l'Est, nous avons le coltan. Mais beaucoup de gens ne savent pas, même certains experts ne savent pas que le coltan, c'est une appellation ou une abréviation composite de la colombite et de la tantalite. Tout ce que nous savons de manière générale, c'est que c'est la tantalite qui est utilisée pour fabriquer les condensateurs, les capacitateurs, les appareils de réception et de transmission électronique. Mais la colombite, c'est ce qu'on appelle les niobium. Donc nous avons les niobium dans le coltan, nous avons également les niobium dans le pyrochlore. Donc il faut qu'à la sortie, on puisse être en mesure d'établir quelles sont les quantités de niobium qu'il y a dans le coltan et dans le pyrochlore pour les taxer. Ça va permettre d'augmenter les revenus. L'or, personne ne nous dit qu'est-ce que nous récoltons de l'or. Nous sommes partis d'une production presque nulle. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à plus de 30 tonnes d'or. Donc il faudra voir dans quelle mesure on peut maximiser les revenus là-dedans. Mais maintenant aussi, il y a la problématique d'autres taxes comme les revenus, par exemple, des contraventions routières. À Kinshasa, ici, on peut avoir des millions et des millions de dollars par mois sur la contravention routière. Mais il n'y a pas un système de contravention routière. La police, la brigade routière n'est même pas outillée pour ça. Maintenant, en ce qui concerne les dépenses, il faut commencer par la présidence.
Il faut commencer par la présidence. Limiter les dépenses. Il faut restructurer la présidence. La présidence, ces derniers temps, l'institution présidence de la République en RDC a connu une grave hypertrophie structurelle, organique, avec des structures qui sont, je veux dire, en duplication avec certains ministères. Donc il faut revoir les charges de fonctionnement de la présidence. Il faut rationaliser la présidence. Ça, c'est de 1. De 2. Le gouvernement aussi, il faut rationaliser, il faut réduire le coût de fonctionnement du gouvernement et des autres institutions. Mais on peut aussi prévoir des taxes tout à fait particulières sur la bière, par exemple. Ce que moi j'appelle une taxe de solidarité nationale pour la reconstruction ou aussi pour contrecarrer les effets coronavirus. Des 200 francs sur la bière, 100 francs sur le breuvage sucré, et puis peut-être $1 sur le breuvage, le vin et le whisky. Donc il faut être innovant, il faut être créatif pour trouver les ressources additives. Si vous nous prenez de cours, nous recevons pour vous Hubert Kabassou-Babou. Avec lui, nous sommes en train d'échanger sur ce plateau. Face au coronavirus, il y a une manière à adopter, un nouveau comportement à adopter vis-à-vis de cela. Donc l'État doit se préparer à affronter le coronavirus comme d'autres États sont en train de se battre. Nous avons eu 2 cas confirmés en RDC, mais nous voyons déjà les incidences des effets coronavirus sur l'économie nationale, parce que s'il n'y a pas de rentrée de caisse par la vente de minerais, il y aura baisse de notre budget. S'il y a baisse de notre budget, certaines dépenses, certaines promesses émises par le gouvernement congolais ne seront pas tenues. D'où il faut déjà anticiper d'autres entrées de caisse, d'autres ressources pour tenir à flot la caisse de l'État. Parce que sans argent, vous ne savez pas dépenser. Sans dépenses, vous ne savez pas tenir ou réaliser les promesses faites au peuple. Mois de la femme oblige. Nous avons célébré le 8 mars 2020, le mois de la femme. On nous dit de soutenir le droit de la femme. Nous allons poser cette question à Hubert Kabassou-Babou. Ce mois de mars est dédié à la femme congolaise. Hubert Kabassou-Babou, malgré le coronavirus, nous n'oublions pas que nous sommes dans le mois de la femme. Quelle observation faites-vous de la femme congolaise? Est-ce qu'elle a ses droits qui est protégé? Sinon, comment améliorer la protection du droit de la femme ici en RDC? Ah bon, disons que je dois être très humble avec vous. Je ne suis pas très expert en matière en anthropologie féminine en RDC. Dans votre entourage, vous avez des femmes. Oui, dans mon entourage, il y a vous avez votre mère, vous avez votre épouse, vous avez votre fille. J'ai ma mère que j'admire beaucoup. Ma mère, vous ne voudriez pas que leurs droits, par exemple, soient améliorés? Non, moi je pense que, bon, leurs droits sont améliorés. Les droits sont là. Les droits sont là. Mais je pense qu'il est question d'avoir maintenant le courage politique, parce que regardez, nous avons vu la semaine passée, on a fustigé le fait que le Premier ministre a nommé des conseillers, mais je crois pour 16 ministres a nommé des conseillers, mais pour 16 postes de conseillers, il n'y a aucune femme. Aucune. Est-ce que vraiment les professeurs d'université Ilunga Ilunkamba, il était assis dans son bureau en train de calculer, en train de faire ces trucs-là, et il s'est rendu compte que dans son environnement, il n'y a aucune femme qui était capable d'occuper et de lui prodiguer des conseils? Mais voilà, c'est des questions que nous nous posons. Moi, je pense qu'il y a lieu, les femmes ont toutes les compétences, en chimie nucléaire, en physique nucléaire, elles ont toutes les compétences. Je pense que la plus grande difficulté, je veux dire, dans les pays africains, c'est la problématique de la volonté politique. Encore que le déficit ou l'absence de volonté politique est symptomatique d'un déficit de puissance ontologique, des lettres, c'est-à-dire de décider pour faire. De lever des options et de le réaliser. C'est en fait une déficience ontologique, je veux dire une déficience anthropologique. Maintenant, il y a des femmes qui sont compétentes. Est-ce qu'on leur donne la possibilité? Dans les partis politiques, c'est difficile parce que quand les chefs des partis politiques sont en train de concocter leur liste, généralement, beaucoup d'entre eux, en tout cas 95%, ne pensent pas aux femmes. Comme ça, là, je passe à une autre phase. Je vous présente une femme au sein de la politique congolaise et vous nous dites qu'est-ce que vous en pensez. Jeannine Mabunda, présidente de l'Assemblée nationale. Bon, elle sort du lot? Elle sort du lot parce que d'abord, il faut dire que Jeannine Mabunda, c'est une personne, je dis, d'une intellectualité indubitable, certaine. Elle a de la substance.
C'est pas parce que vous êtes de la même famille politique. Non, 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 que vous là, c'est pas, jetez non, des non, non, fleurs. non, 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 il a de la suite dans les idées, il a de la cohérence. Sa gestion du Parlement, comment vous Bon, la la trouvez? gestion du Parlement, jusque-là, on ne peut pas vraiment, de manière Elle s'en sort substantielle. bien. Et, à mon avis, sur le plan de la gestion de l'Assemblée, elle s'étire bien, elle s'étire d'affaires. Mais non, on va voir quand il y aura les grands enjeux. Parce que c'est à cette rentrée parlementaire qu'il y aura des grands enjeux. En ce moment-là, on va voir est-ce que, en dehors de son intellectualité substantielle, est-ce que, et là, je veux dire, le talent politique qu'il faut pour gérer les ambitions, gérer les conflits, mais également faire en sorte que son institution soit une institution d'efficacité en ce qui concerne le contrôle de la performance du gouvernement. Parce que nous vivons aujourd'hui beaucoup d'aléas, beaucoup de contradictions. Par exemple, cette problématique de cette sorte de bâcle de programme de 100 jours, avec la corruption à large, je veux dire, une corruption qui a des tentacules même mafieuses dans le secteur financier, dans le secteur bancaire, etc. Est-ce qu'elle pourra, je veux dire, déployer un leadership qui va mener l'Assemblée nationale à interpeller les gens qu'il faut? Donc, les c'est à femmes la au sein rentrée. du gouvernement, Sylvestre Ilukamba, ministre des Affaires étrangères, ministre de l'économie, ministre de la fonction publique, ministre des Affaires du genre enfants et famille, tous ces ministres femmes au sein du gouvernement. Quelle est votre lecture? Bon, il faut dire de manière, comme vous savez, moi, en toute humilité, j'ai été formé à Harvard dans le pilotage de la performance du gouvernement, dans un contexte où ces gouvernements n'ont pas de méthode, n'ont ni même système ou cadre logique d'évaluation de la performance. Il est difficile de dire, on va évaluer tout ce qui est mis en fonction. Quel est votre souci? Il fallait que Sylvestre Ilukamba donne un cadre d'évaluation pour dire voici la manière dont nous nous évaluons par rapport à nos performances, comme ça les Congolais seront contents par exemple? Mais ça permettrait aux Congolais de savoir exactement. Vous ne pensez pas qu'eux-mêmes sont en train de s'évaluer? Il faut s'évaluer sur base de quoi? Parce qu'on ne peut pas évaluer comme ça en l'air. C'est toute une science, c'est de la gouvernologie, c'est performance stats, c'est deliverology, c'est toute une science, c'est pas en l'air comme ça. Les critères de performance doivent être connus, ils sont rationnels, doivent être connus. Et les critères de performance de gouvernement sont inconnus. Les cadres de performance de ces gouvernements est tout à fait inconnu. D'autant plus que lui-même, les programmes de gouvernement n'a jamais eu un chronogramme, n'a jamais eu les KPIs, les Key Performance Indicators, ça n'a jamais existé. Voyez-vous, les lettres d'émission, comme à l'époque de Matata, les lettres d'émission sont inexistantes. Maintenant, vous allez évaluer sur base de quoi? Ça, c'est ça que peut-être vous pensez. C'est pas ce que je pense, c'est ça la réalité. Quand vous rencontrez avec lui-même le Premier ministre ou avec un ministre, demandez s'il y a le ministre. Est-ce que vous avez entendu parler des lettres d'émission? C'est pas parce qu'ils ne disent pas qu'il n'y a pas, peut-être. Non, s'il y avait, on saurait, parce que les lettres d'émission, on ne les fait pas comme ça. L'art de gouverner, quand vous faites les lettres d'émission, quand vous déterminez les KPIs, les KPIs, comment je vais dire ça en français, les critères majeurs d'évaluation, quand vous les déterminez, la vision, les objectifs, c'est ça même l'une des déficiences dans la praxis du gouvernement dans ces régimes. On commence avec la vision, les objectifs, les actions, les projets, les sources de financement, chronologie, les critères d'évaluation. Messieurs, vous devez non seulement les donner aux différents ministères, aux différentes structures, l'administration, mais vous devez les dire, vous devez donner ces éléments à la population, parce qu'il n'y a pas, mais ce n'est pas votre gouvernement, c'est le gouvernement du peuple. Le peuple doit savoir quelle est votre vision, quels sont vos objectifs, quelles sont vos actions, où, quand, comment, avec quoi. Ça veut dire c'est celui qui est à Kabondo Diane. Il doit savoir ce qu'on va faire chez lui, quand, où, comment, avec quoi. Et on va venir ça comment. C'est justement ce que je dis que la praxis de gouvernement dans ce régime est, j'allais dire, rétrograde, mais obsolète. Fondamentalement, il n'y a pas de méthode moderne. Voyez-vous, ils n'ont même pas de e-government, ça veut dire le gouvernement électronique. Bon, maintenant, comment vous allez évaluer? Vous allez évaluer sur base de quoi? Moi, je suis, je le dis, en toute humilité, dans l'amour. C'est moi qui ai conçu la note conceptuelle pour les séminaires du chef de l'État avec les gouverneurs.
grâce à l'ancien vice-premier ministre intérimaire, Excellence Basile Longo. Le président de la République a esquissé sa vision face au gouverneur. Et il a dit que tous les 3 mois, on va évaluer le gouverneur. Ça fait 1 année, on a évalué combien? Il n'y a même pas eu... Non, on parle de choses sérieuses. C'est dans l'amour et dans le patriotisme. Ça fait 1 année, on a évalué combien de gouverneurs? Combien de gouverneurs on a évalué? Parce que justement, on n'a pas compris que c'est une démarche scientifique. Il faut déterminer les KPIs. Voyez-vous? Et voilà où on est maintenant. 6 mois après, le gouverneur Inunkamba, si on doit l'évaluer, on va l'évaluer sur base de quoi? Très chers téléspectateurs, nous recevons pour vous Hubert Kabassou-Babou, politologue et analyste économique, expert international. Nous avançons. Nous avons vu dans les réseaux sociaux, surtout dans les réseaux sociaux et certains médias, la rencontre, les images, pas des vidéos, mais les images de la rencontre entre l'ancien président de la République et le président actuel, Félix Tshisekedi. Donc Kabila et Tshisekedi se sont retrouvés, ils ont parlé affaires mandataires. Ma question est de savoir avec les téléspectateurs, est-ce que les politiques sont les actionnaires majoritaires au sein des sociétés publiques? Est-ce que madame, monsieur lambda, qui n'est pas du FCC ni du cash, peuvent être repris en tant que mandataires au sein des entreprises publiques? Et pourquoi doit-il avoir partage de mandataires seulement entre le FCC et le cash? Où est la part du peuple? Non, mais les mandataires, là, les gens qui vont être, je dis, directeur général, PCA, administrateur, ils viennent du peuple, ils ne sortent pas du fleuve. Ils viennent du peuple, mais d'un seul clan, d'un seul caste, d'un seul milieu. Mais c'est la règle, c'est la règle. Quelle règle? Même la si règle, ce qu'on appelle la loi des reins de Pareto. Dans toutes les sociétés, en tout temps et en tout lieu. Mais vous avez décrié la gestion. Là, maintenant, vous dites que c'est la règle. Non, mais je vous explique. Je suis en train de vous expliquer. Acceptez que je vous explique, parce que vous avez dit que l'émission a un caractère pédagogique. Oui, oui. En tout temps et en tout lieu, ce qu'on appelle la règle, la loi des reins de Pareto. Dans toutes les sociétés, la gestion de structures publiques, ce n'est pas la population qui va gérer. Il y a toujours des élites. Et ces élites viennent de la population. Maintenant, il faut faire la différence entre les élites qui sont à la tête des établissements publics, des institutions, ça c'est une autre chose, et leur capacité de travailler de manière à prendre en considération les intérêts du peuple. Ça, il faut faire la nuance. Maintenant, la pratique politique dans la plupart des pays au monde, que ce soit en France ou aux États-Unis, vous allez voir même aux États-Unis, vous allez voir que Trump, il nomme dans l'administration même ses amis. Il ne va pas dire, bon, le peuple américain, choisissez-moi quelqu'un. Non. Ici, dernièrement, là, il a nommé un de ses amis responsables. Mais ce n'est pas le même exemple. Non. Est-ce qu'il y a une qualification adéquate au sein des partis politiques? Ça, c'est de 1. De 2, est-ce que ceux qui vont gérer réellement pour le compte du peuple ou pour le compte de ceux qui les ont mis là-bas? Non. C'est ça la crainte. Non. Vous savez, feu professeur Billot, il parlait souvent de l'intention objective. L'intention objective n'aura pas nécessairement des résultats objectifs. L'intention objective peut avoir aussi des résultats subjectifs. Donc, il y a des conséquences ou des effets qui ne sont pas toujours en conformité avec l'idéal que nous avons. Nous voulons que nos pasteurs soient de bons pasteurs, impeccables et irréprochables, mais ils ont des problèmes. Nous voulons que nos musiciens chrétiens soient impeccables et irréprochables, mais ils ont des problèmes. Nous voulons que nos politiciens soient impeccables et irréprochables, mais ils ont des problèmes. Maintenant, je veux dire, expliquons les choses d'une manière rationnelle. Les entreprises publiques, c'est l'État qui est l'actionnaire principal. C'est l'État, vous êtes d'accord avec moi? Les entreprises publiques, c'est l'État qui est l'actionnaire principal. OK? Gécamine, je sais pas moi, Kilomoto, je sais pas moi, OCC, je sais pas moi, SNEL, c'est l'État qui est là. C'est la raison pour laquelle on doit retrouver par exemple la médiocrité. Pourquoi on ne peut pas recruter comme dans les entreprises privées où il y a un critère objectif, où on met des gens qui sont performants, capables de remonter la pente, où il y a un contrat basé résultat. Quelqu'un amène un projet
un projet de développement de son entreprise dans 6 mois, qu'est-ce qu'il va faire? Dans une année, qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce qu'il sera performant? Ou sinon, on va les partager entre amis. Il ne faut pas confondre les choses. Il faut aller de manière séquencée. On y va. Il faut d'abord aller de manière principielle, de manière rationnelle. Le principe... Si on va dans ce sens-là, par exemple, moi qui suis journaliste, je ne serai jamais DG. Si on suit votre logique. Tu peux être DG pour que tu... Parce que je ne suis ni du FCC ni du CACH. Mais c'est ce qu'on dit, Les gens qui pensent qu'eux, ils sont intelligents, ils laissent la politique aux gens qui pensent qu'ils sont stupides, mais ce sont ces gens-là qui gèrent. Aller dans la politique, c'est comme ça. La politique, c'est... Est-ce que nous devons tous être dans la politique pour gérer Mais si vous voulez gérer un État, mais oui, si vous voulez gérer un État, si vous voulez gérer l'État... Ce n'est pas pour cela qu'on dit que la politique a pris en otage le pays. Non, ça ce sont des déclarations tout à fait aléatoires. Non, ce n'est pas aléatoire, parce qu'on voit que tout est entre les FCC et les CACH. Quand les CACH et les FCC, c'est l'amour, tout est bien. Mais quand ça ne va pas, tout le monde doit trembler. Non, ça c'est aléatoire. Ce n'est pas aléatoire. La politique, par essence, c'est la science et l'art de gouverner les États pour les bonheurs du peuple. Ok? Maintenant, la déficience des hommes, c'est comme dans l'Église. L'Église en tant qu'Église ou l'Évangile n'a pas de problème. Jésus a donné son Évangile pour que les gens soient sauvés, pour qu'ils aillent vers le Père. Maintenant, la déficience humaine, les pasteurs font la débauche, la tromperie. Vous avez dit que la religion est mauvaise? Ce sont les hommes qui amènent leur mauvaiseté, leur déficience dans l'Église. C'est la même chose avec la politique. La politique est noble. D'ailleurs, le marquis d'Holbach disait toute personne qui a une compréhension douteuse, nébuleuse sur la politique, c'est une personne qui n'a pas pris le temps de réfléchir sur la nature humaine et sur la quintessence de la politique. Mais pourquoi on ne recruterait pas carrément les DG, tous ces mandataires d'État comme on le ferait dans une entreprise privée? Non, mais bon, dans chaque entreprise, qu'elle soit publique... Ou sinon, mettez tous ceux du huissier jusqu'au numéro 1, mettez les membres des partis politiques. Laissez-moi vous aider à comprendre et les téléspectateurs à comprendre. Que ce soit dans l'entreprise publique, dans les organisations internationales ou dans les entreprises privées, ce sont les propriétaires de cette entité-là qui désignent qui va gérer. Moi, j'ai été président du conseil d'administration de FINA Congo. FINA Congo, c'était une entreprise d'économie mixte. Les propriétaires mixtes, ça veut dire les Français et les gouvernements congolais, c'est eux qui désignent. Le conseil d'administration va dire... Mais pas n'importe qui. Non, mais non, il ne faut pas dire pas n'importe qui. Quelle est cette entreprise publique qui a réussi? Je pense qu'il y a des entreprises, la GECAMINE a réussi pendant longtemps. En bas? Oui, la GECAMINE a pendant longtemps. Où se trouve la GECAMINE actuellement? Non, il ne faut pas... Je pense qu'il faut... C'est parce que vous avez été politisé? Écoutez, il faut analyser les choses froidement. On y va. Attendez. Moi, j'ai été gérant de banque, chef de département étranger de New Zealand des banques, qui était la plus grande banque en termes des opérations internationales à Lubumbashi pendant plus de 5 ans. Je faisais des opérations d'exploitation de la GECAMINE, donc je peux parler de la GECAMINE. À un moment, on a parlé même de Merci Moulenambo parce que les GECAMINE avaient fait des excédents de budget. Vous avez déjà entendu parler d'entreprises qui avaient... Mais ça, c'est ce qui est des noms. C'est ce qui est des rapports. Non, ce ne sont pas des rapports. Quel est le bénéfice pour le peuple congolais? Peut-être que vous n'étiez pas encore né, mais dans les années 80, la GECAMINE a fait des excédents de budget. Ça veut dire qu'il y a eu une très bonne gestion de Moulenambo à partir de l'extraction jusqu'à... Là, dans les années 80, mais quand vous voyez Sozacom ici, Sozacom a été construit avec l'argent de la GECAMINE. À part ça. Mais attendez, c'est la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, les mêmes qui sont en train de nous tourner en rond, qui sont venus, qui ont dit non, Washington Consensus, dessaisissez-vous de... C'est trop facile. Non, c'est trop facile. Ça, vous dites c'est trop facile parce que vous ne fournissez pas l'effort pour mieux saisir la causalité. Quand la GECAMINE nous appartenait totalement, on était à mesure de produire plus de 800 millions de dollars. C'est le fonds, peut-être que vous n'êtes pas au courant, c'est le Fonds monétaire international, la Banque mondiale qui ont dit dessaisissez-vous de vos gisements. Vous êtes en train de décrire ici que le gouvernement Sylvestre met à la place des gens qui sont peut-être incompétents. Mais vous ne voulez pas le dire que ici... Non. Ressaisissez-vous, ne soyez pas dans la confusion. Je ne suis pas dans la confusion. J'ai dit que le gouvernement Ilunkamba, je le dirais même devant lui, le gouvernement Ilunkamba n'a pas de méthode moderne. C'est le problème des hommes ou bien des méthodologies? Les problèmes de méthodologie. Les méthodologies qui le font, ce sont les hommes. Non, mais oui, pour le gouvernement. Donc ça veut dire que ces hommes ne sont pas à la hauteur. Non. Mais continuez avec votre pensée. Ça, c'est votre déduction. Non. C'est votre déduction. Les déplacements, pas le problème. Maintenant, rentrons en ce qui concerne les mandataires. Je pense que c'est serait réductionniste d'affirmer ici que... Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Laissez-moi terminer. Ce serait réductionniste d'affirmer ici, devant les téléspectateurs,
et devant l'opinion nationale et internationale que les FCC et le cash ne vont que déverser dans les entreprises publiques les médiocres. C'est faux. Il y a des gens très compétents, très intelligents qui ont fait leurs preuves, que ce soit dans les cash, que ce soit dans les FCC. Ce n'est même pas ça le problème. Mais pourquoi rester cantonné FCC cash? Parce que c'est comme ça. Le propriétaire de ces entreprises publiques, c'est l'État. Qui gère l'État? La Constitution dit que c'est le gouvernement qui gère l'État. C'est le parti politique ou la coalition qui a la majorité des sièges de l'Assemblée nationale qui fait la politique de l'État. Est-ce que vous n'êtes pas au courant de ça? C'est écrit dans la Constitution. Maintenant, même si le peuple n'est pas d'accord. Non, mais le peuple est d'accord. Même si le peuple trouve que la manière de gérer n'est pas la bonne. Mais comment vous dites que le peuple n'est pas d'accord puisque le peuple a validé? Parce que tout le monde se plaint. Non, tout le monde se plaint. Vous avez fait une étude scientifique là déjà pour dire que tout le monde se plaint. Nous observons. Non, mais vous prenez le cas, par exemple, de l'UDPS. Les combattants de l'UDPS sont en train de non, dire ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Ne faisons pas l'amalgame. Restons sur le champ de système. Je pense que la manière la plus lucide de parler de cette problématique, c'est simplement d'insister sur le fait que les FCC et les cash, il faut insister, comme dans les médias, ils ont pris en otage le pays. Les FCC et les cash doivent fournir des efforts pour doter ces entreprises publiques de leurs cadres les meilleurs qui peuvent être en mesure d'avoir des performances et de donner les résultats qu'il faut. N'oubliez pas que la même Banque mondiale et le Fonds monétaire international nous ont imposé encore les réformes d'entreprises publiques qui ont englouti plus de 200 millions de dollars qu'on aurait pu utiliser pour faire l'agriculture ou pour faire la pêche. Et avec la Banque mondiale et le même Fonds monétaire international, on tourne en rond. On tourne en rond. C'est pourquoi j'ai dit que c'est une problématique de l'ingéniosité, du génie politique des Congolais eux-mêmes. La meilleure façon d'aborder cette problématique, c'est de dire que les FCC le cash doivent faire en sorte qu'ils puissent sélectionner le meilleur de leur cadre. Parce qu'il serait aberrant aujourd'hui de dire que dans les FCC et dans les cash, il n'y a pas des gens qui ont des diplômes, il n'y a pas des gens qui ont de compétences pour gérer les entreprises publiques. Les entreprises publiques ici, ce n'est pas de la physique nucléaire. On a vu quelqu'un comme le directeur général de l'OFIDA. Comment il s'appelle encore? Déo, Bogouiza. On a vu qu'il a pris cette entreprise il y a 10 ans qui avait une production minimale qui a pratiquement multiplié par 10. Vous pouvez mettre un autre nom à part de... C'est l'a fait à la DGI. Un autre nom. Chichikouya l'a fait à l'INSS. Un autre nom. Mais voilà, je vous donne... Vous voyez que vous êtes bloqué. Non, je ne suis pas bloqué, mais comment? Je vous donne des noms. Non, c'est l'exception qui confirme la règle. Mais vous prenez l'ancienne... non, Chichikouya c'est INPP. Vous prenez l'ancienne Mwadi à l'INSS. Mwadi a convaincu la fait de l'INSS aujourd'hui, je crois, la Caisse nationale, une entreprise moderne. Mais vous voyez, donc je vous en ai cité, je vous en ai cité au moins. Non, il ne faut pas. Pensez à tout le monde. Pensez aussi à la société civile. Il ne faut pas esquisser un sourire de désaveu. Je vous ai donné 4 entreprises successivement. Je vous ai donné Chichikouya. Il a fait des miracles à l'INPP. Des exceptions qui confirment la règle. Je vous ai donné Mwadi. Il a même fait de cette entreprise une entreprise moderne. Qui confirme la règle. Je vous ai donné Rugwiza. Je vous ai donné Nsele. Donc il y a des exceptions qui confirment la règle. Il y a donc des Congolais et des Congolaises qui sont capables de bien piloter ces entreprises publiques. Tout n'est pas maintenant. Ces Congolais et Congolaises ne se trouvent pas seulement au FCC et Cash. Non, mais... Ceux qui ont voté, c'était l'ensemble. Vous êtes venus chercher les voix de tout le monde, de maman de Kisangani, de maman de Ngaba, du papa de Kolofuma. Vous êtes allés partout. Vous avez supplié qu'on vous vote. Oui. Mais il ne faut pas détourner, donner le dos à ce peuple-là. Ce que vous ne semblez pas comprendre, vous avez supplié tout le monde pour être député président de la République. Laissez-moi vous aider à mieux comprendre et téléspectateurs. Nous sommes déjà à la fin. Si vous allez conclure en même moment. L'entreprise publique, c'est un bien de l'État et la Constitution donne la prérogative à la coalition, au parti politique qui a la majorité des sièges, de faire la politique. Mais pas de dominer comme il veut. Non, la politique de l'État, il y a des règles. Vous n'allez pas mettre quelqu'un à la GECAMIN ou je sais où, qui n'a pas un diplôme universitaire, qui n'a pas un cursus. Ils mettent toujours des gens qui ont un diplôme, qui ont un cursus. Mais maintenant, les autres citoyens, personne ne défend un citoyen s'il a des idées pour transformer l'entreprise publique, d'entrer dans un parti politique, d'amener des bonnes idées dans un parti politique. Donc nécessairement, il faut entrer seulement dans un parti politique. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Mais vous voulez que ça fonctionne. Vous pouvez devenir ministre si vous entrez dans un parti politique. Mais non, si les gens, quelqu'un a un diplôme,
qui pense qu'il peut entrer il entre dans une entreprise, il pose, il devient un employé de l'entreprise et il gravit les échelons. On connaît les gens qui ont gravi les échelons dans les entreprises, qui sont devenus des directeurs et ça a permis à ce qu'ils deviennent des administrateurs. Donc il faut pas avoir une compréhension réductionniste de la gestion de l'État, penser que non, bon maintenant la population peut devenir PDG. Hubert Kabassou Babou. Nous avons reçu pour vous ce soir dans les magazines Deadline Hubert Kabassou Babou. Hubert Kabassou Babou, nous vous remercions pour avoir répondu à notre invitation. Je vous remercie. Si vous nous avez raté ce dimanche à 22h30 sur Kin 24 Télévision, rattrapez-vous le jeudi à 14h juste et suivez-nous à volonté sur les réseaux sociaux liés à ce programme Deadline. Quant à moi, je vous dis à la prochaine, que Dieu vous bénisse.